à tous et toutes. Je profite du démarrage pour saluer nos collègues de Lausanne qui, en principe, devraient pouvoir nous entendre à partir de maintenant. Voilà, alors ne soyez pas troublés par le fait que je me suis projeté dans le mois prochain. C'est une erreur, un 26 octobre. On est bien le 26 septembre, pas de problème. Et voilà, au terme de cette journée, je voudrais reprendre la question qui était en filigrane dans toute la journée, celle du questionnement qui nous est adressé par le développement de ce qu'on appelle l'enseignement explicite, et qui a été déjà ciblé par Hugues Dralands ce matin, mais il a été ciblé dans son cas, dans une perspective de savoir ce qu'on pouvait penser de la scientificité des résultats. Vous m'entendez? C'est un autre micro. Donc, c'est bien cette question qu'a abordée Hugues Dralands ce matin en examinant la scientificité des résultats scientifiques, des résultats statistiques qui sont affichés par ce courant de l'enseignement explicite. Moi, je vais le reprendre dans une perspective tout autre, qui est une perspective didactique et pédagogique. Pour introduire, je voudrais dire qu'au fond, dans le milieu enseignant, il y a aujourd'hui, et depuis une bonne vingtaine d'années, un mot d'ordre qui traverse le milieu enseignant et qui est « il faut mettre les élèves en activité ». Il faut mettre les élèves en activité parce que la mise en activité est la condition des apprentissages scolaires. Or, aujourd'hui, ça veut dire, disons, en ce qui concerne la vie enseignante en Belgique, il y a une petite dizaine d'années, ce mot d'ordre de la mise en activité systématique est contesté par deux courants de pensée qui se retrouvent sur ce point, mais qui sont par ailleurs extrêmement différents. D'une part, les recherches faites sur les malentendus qui se produisent chez un certain nombre d'élèves à propos des activités auxquelles on les invite en classe. Il y a un ouvrage excellent produit par CGE récemment qui est là sur la table sur cette question des malentendus. Cette question des malentendus a notamment été soulevée par le groupe ESCOL de l'Université Paris 8 et plus généralement par le réseau RESEDA qui porte les recherches sur ce plan-là et auquel nous, à l'ULB, nous avons modestement participé. L'enjeu, c'est que si un certain nombre d'élèves interprètent d'une manière erronée les activités qu'on leur fait faire en classe, évidemment, c'est facteur d'inégalité d'apprentissage. C'est ça l'enjeu. À côté de ce courant de repérage des malentendus, un autre courant remet en cause la mise en activité des élèves, c'est le courant de l'enseignement explicite qu'il faut mettre avec des guillemets, parce que c'est un courant de pensée qu'on appelle aussi approche instructionniste, qui est né aux États-Unis dans
les années 70, qui a été repris plus récemment par un certain nombre de collègues québécois et qui aujourd'hui, qui fait actuellement une forte offensive en Belgique francophone, notamment avec un certain nombre de collègues universitaires des universités de Mons et de Liège qui proposent cette voie-là parce qu'elle leur paraît être evidence-based. Je vais reprendre l'expression de Duc Graland ce matin. Alors, ce que je vais faire, c'est rappeler des choses que certainement un grand nombre d'entre vous connaissent, mais en essayant de les utiliser pour instruire ce débat entre, d'un côté, cette proposition traditionnelle de mettre les élèves en activité et les courants qui aujourd'hui le contestent. Je vais faire ça en 4 points. Le premier point, un examen rapide, didactique et pédagogique du courant instructionniste, du courant de l'enseignement explicite. Deuxièmement, examiner, réexaminer, rappeler les grands principes d'un des courants contestés par l'enseignement explicite, le constructivisme. Troisièmement, un rappel sur les pédagogies actives. Et comme les pédagogies actives sont extrêmement diverses les unes par rapport aux autres, je ne prendrai qu'un exemple, la pédagogie Freinet. Et enfin, dans une conclusion, j'essaierai de voir ce qu'on peut en tirer en insistant peut-être sur certains aspects de la question des malentendus. Premier point, le courant instructionniste, le courant de l'enseignement explicite. Il part de l'idée que la mise en activité des élèves, non seulement ne produit pas les apprentissages que l'on souhaite, mais même les empêche. Et les empêche parce qu'une mise en activité des élèves produirait une surcharge cognitive qui empêcherait de se centrer sur un objectif. C'est une critique qu'il faut prendre au sérieux. C'est vrai que lorsque, en préparation d'un apprentissage de notions, que ce soit en mathématiques, en grammaire, en lecture, etc., on propose aux élèves une activité où ils devraient trouver par eux-mêmes le savoir qui est en jeu, eh bien, l'activité peut effectivement les égarer dans des aspects qui ne sont pas pertinents par rapport au savoir qu'ils ont. Et donc, le risque de surcharge cognitive, avoir à penser tellement de choses à la fois qu'on ne voit pas l'essentiel tel qu'il est visé par l'enseignant, ce risque existe bien. Qu'est-ce que propose l'enseignement explicite par conséquent en contrepoint de cela, de la mise en activité? Il propose d'expliciter directement auprès des élèves ce qu'on attend d'eux. Pour les principales tâches scolaires, l'enseignant dit comment faire. Et voilà, ça correspond à une leçon en 3 étapes. Première leçon, première étape, l'enseignant explique comment faire. Par exemple, pour expliquer la technique opératoire de la soustraction, il prend un exemple, 23 moins 17,
Et il écrit au tableau et en même temps, il commande ce qu'il est en train de faire. 23 moins 17, 3 moins 7, ah, je ne peux pas faire, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter une dizaine, etc. etc. Il commente, donc on a explicitation par l'enseignant de ce qu'il faut faire. Deuxième étape, toujours sur le même type d'opération, on fait faire aux élèves des opérations, en l'occurrence des soustractions, mais les élèves vont exécuter ces opérations avec l'aide de l'enseignant. L'enseignant circule dans les rangs, discute de ce que proposent certains élèves, etc. Et enfin, troisième étape, les élèves sont appelés à faire par eux-mêmes et à faire d'une manière répétitive, c'est l'exercitation. Exercitation qui est d'ailleurs prolongée au gré de ce courant par des devoirs à la maison. Il s'agit de répéter l'opération jusqu'à une complète automatisation. Alors, cet enseignement explicite qui peut être très attirant, attractif, notamment pour des enseignants en début de carrière qui ne savent pas trop comment faire, qui sont pris dans des contraintes multiples qu'il faut tenir en main à la fois, eh bien, cet enseignement explicite est quand même susceptible de critique. Une critique importante. Il est certainement efficace quand il s'agit de faire apprendre des opérations automatisables, c'est-à-dire des opérations qui, dans tous les cas concernés, se retrouvent à l'identique. La technique opératoire de la soustraction, quels que soient les nombres, c'est toujours la même. C'est toujours la même suite d'opérations, c'est toujours le même algorithme. Et par conséquent, là, effectivement, d'une manière imparable, la leçon en trois étapes, je montre aux élèves d'une manière explicite. Deuxièmement, je fais avec eux. Troisièmement, c'est eux qui sont tout seuls jusqu'à l'automatisation, est certainement efficace. Seulement, est-ce qu'elle est efficace pour tous les types de tâches scolaires? Eh bien, on sait bien qu'à l'école, dès l'école primaire, dès même la maternelle, les élèves sont confrontés à des tâches qui ne se réduisent pas à des algorithmes identiques à reproduire à chaque fois, de la même manière. Parce qu'on a affaire à des tâches qui sont, dont chaque cas a un caractère inédit. Rédiger un texte, lire un texte, faire un problème de mathématiques, faire un problème dans le secondaire, faire un problème, résoudre un problème de sciences, savoir analyser des documents, des données, etc. On voit que là, il n'y a pas d'automatisation possible. Alors, il semble bien que l'enseignement explicite, en tout cas sous sa forme primaire là, de leçons en 3 étapes, se trouve à ce moment-là en défaut. Mais il y a encore autre chose, c'est qu'on voit bien qu'à l'école, il n'y a pas ce qu'on apprend, ce ne sont pas simplement des exécutions de tâches, c'est également quelque chose de plus mystérieux qu'on appelle des compréhensions. Compréhension de théories explicatives. Est-ce que l'enseignement explicite est en mesure, tel qu'il le conçoit, avec ses fameuses leçons en 3 étapes, est-ce qu'il sera capable de répondre à la compréhension de la photosynthèse, à la compréhension de la distinction entre atomes et molécules,
la compréhension de la proportionnalité, la compréhension d'autres domaines, hein, la compréhension d'un phénomène historique. Où là, il ne s'agit pas d'une tâche pour laquelle l'enseignant est capable de dire ben voilà ce qu'il faut faire. Il s'agit de tout autre chose. Et enfin, dernière critique, mais non des moindres, est-ce que cette méthode d'enseignement qui consiste pour l'enseignant à dire voilà ce que vous devez faire, je vous explique et vous allez faire la même chose, est-ce qu'elle correspond véritablement aux finalités qu'on peut donner à l'école? Ce matin, Jacques Cornet, en introduisant la journée, posait d'emblée la question des finalités. Et notamment, est-ce qu'on peut dire que l'enseignement explicite conduit à l'émancipation intellectuelle d'abord, et puis à la capacité à penser par soi-même. Il semble bien quand même que cette technique d'enseignement conduit les élèves à une docilité. C'est l'enseignant qui apporte le vrai, qui dit comment faire, et après on doit obéir, hein, strictement. Alors, voilà un certain nombre de critiques pour les résumer, pour aller plus dans les détails, mais j'ai pas le temps de le faire maintenant. Mais voilà quelques-unes des critiques qu'on peut adresser à cette forme d'enseignement. Et pour aller plus loin, regardons maintenant les méthodes pédagogiques et didactiques que l'enseignement explicite critique. Et ces méthodes d'enseignement, ce sont les méthodes d'enseignement qui mettent les élèves en activité, qui attendent que l'activité des élèves joue un rôle dans leur apprentissage. Et c'est le constructivisme et les pédagogies actives. Notons d'ailleurs, entre parenthèses, que dans la littérature de l'approche instructionniste, constructivisme et pédagogie active sont mêlés. Il n'y a pas de distinction entre les deux. C'est la même chose. Hein. C'est tout ce rêve, c'est présenté ça comme des rêves, comme des théories romantiques, des croyances, etc., par l'enseignement explicite. Alors, attention-nous quelques instants à revenir sur le constructivisme et sur la pédagogie active. Moi, je ne sais pas, parce qu'elles sont effectivement très, très différentes. Constructivisme. Alors, excusez-moi, parce que je reviens là sur des choses que j'imagine vous connaissez tous, ou presque tous. Hein. Mais il me semble qu'il y a deux intentions souterraines, enfin souterraines, pas tellement souterraines, qui gouvernent le constructivisme. Premièrement, l'idée que les sciences sont en rupture avec la pensée ordinaire. Grande idée développée par Bachelard. Et que donc, là c'est plus Bachelard, que donc les savoirs scolaires eux-mêmes sont en rupture avec la pensée ordinaire et avec les pensées spontanées des élèves, avec les, comme on a appelé à une certaine époque, les représentations spontanées des élèves, ou les conceptions ou les préconceptions des élèves. Et alors ça, effectivement, on ne s'en rend probablement pas compte vraiment lorsqu'on est enseignant parce que le savoir nous est devenu une évidence. Mais
nos enseignements, très précocement, dès l'école maternelle, viennent heurter de front un certain nombre de croyances ou de pensées des élèves. Déjà à travers l'écrit, hein, beaucoup d'élèves, il y a eu des études d'Emilia Ferrero qui sont déjà très anciennes là-dessus, un certain nombre d'élèves, un certain nombre d'élèves vers 4 ans, 5 ans, pensent que l'écriture, c'est un dessin quelque part. En tout cas, il doit y avoir une analogie entre la taille d'un mot et la taille de la chose que ce mot désigne. Et pour les amener à quelque chose de très différent, c'est-à-dire que notre code d'écriture ne représente pas les idées ni les objets, mais représente les sons dont sont constitués les mots. Très, très compliqué. Ça met les élèves en difficulté, ça les oblige à abandonner une façon de penser. Abandonner une façon de penser. Et pour que, par conséquent, on puisse faire parcourir par les élèves ces ruptures successives à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, eh bien, il y a besoin de mettre les élèves en activité. Des activités très précises, pas n'importe quelle activité. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Pas n'importe quelle activité, mais des activités susceptibles de conduire les élèves à abandonner par eux-mêmes leur mode de pensée antérieur pour en adopter un nouveau. Par eux-mêmes. Ce n'est pas l'enseignant qui leur dit non, non, ce que tu penses, c'est faux. Voilà, je te dis la vérité. Mais arriver à ce que ce soit les élèves eux-mêmes qui, confrontés à une activité, se rendent compte que leur mode de pensée est inopérant en l'occurrence. Et puis, à cela, on peut ajouter une deuxième perspective, un deuxième soubassement du constructivisme, qui est que si on expose une théorie à des élèves, si on l'expose même d'une manière très claire, point par point, en essayant d'être complètement explicite, probablement il y a des élèves qui comprendront, mais il y a des élèves qui se contenteront d'enregistrer les phrases, de mémoriser les phrases, de mémoriser les mots. Et le raisonnement qui est derrière, eh bien, ils ne l'auront pas. Et là encore, il y a besoin d'une mise en activité. Il y a besoin d'enseigner d'une certaine manière. Ce n'est pas dire le vrai aux élèves, c'est arriver à ce qu'ils le reconstituent eux-mêmes, non pas qu'ils le réinventent. Pas vrai, ça. Hein. Les élèves ne vont pas reconstituer le savoir de l'humanité comme ça, tout seul, en quelques heures. Hein. Mais qu'ils soient capables de refaire par eux-mêmes le trajet intellectuel, le trajet rationnel qui est contenu dans la théorie explicative qu'on veut leur faire partager. C'est les didacticiens des mathématiques, et je pense notamment à Brousseau, ont vraiment tout à fait développé ce point. Hein. Il ne faut pas faire confiance au contrat didactique où on dit à l'élève ce qu'il doit penser de telle manière qu'il lui suffira de le répéter. Hein. Il faut faire plus, il faut qu'à un certain moment, il soit amené à le repenser par lui-même. D'où la nécessité de mise en activité, mais là encore, d'activité extrêmement cadrée. Pas n'importe quelle activité. Donc, vous voyez qu'on est dans cette position où, contrairement à ce que prétend
l'enseignement explicite, si on veut recouvrir l'accès à une véritable pensée autonome des élèves, si on veut les amener à un savoir, mais un savoir qui soit émancipateur et non pas un dogme à apprendre, effectivement, il faut les confronter à des activités. Mais pas n'importe quelle activité. Voyons maintenant ce qu'il en est voilà, j'ai oublié de passer cette dia. Et maintenant, voyons ce qu'il en est maintenant des pédagogies actives. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est complètement impossible, ça serait insensé d'aborder les pédagogies actives en général, parce qu'elles sont très, très différentes les unes des autres. Aussi bien par leur conception de l'humain que par les finalités qu'elles visent. Alors, je vais prendre l'exemple de Freinet, parce que c'est un exemple favorable. Hein. Probablement pour d'autres pédagogies dites actives, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Alors, à première vue, dans les pédagogies actives, en tout cas chez Freinet, on est dans une perspective complètement différente du constructivisme. À première vue, là, pour le coup, on a l'impression qu'on a affaire à une pédagogie ouverte à des activités dont les élèves prennent l'initiative, pour lesquelles les élèves ont une grande liberté de choix. Le texte libre, c'est-à-dire les élèves sont appelés à écrire ce qu'ils veulent. Écrire ce qu'ils veulent. Pas écrire un récit, pas écrire une poésie, pas écrire une recette. Non, écrire ce qu'ils veulent. Pleine liberté. On leur demande de participer à des activités qu'on peut appeler le point neuf, ou qui s'appelle parfois autrement, peu importe, où on leur demande de faire état de leur vécu là, le matin, d'apporter un objet qui leur plaît, de parler de quelque chose qu'ils ont fait, etc. Là encore, pleine liberté. Ils apportent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il n'y a pas là, pour le coup, le risque de favoriser les élèves qui, déjà dans leur famille, sont l'objet de stimulation culturelle, etc., et au contraire, de défavoriser les élèves qui vivent dans des milieux moins favorisés, moins intellectuels, dans lesquels la vie est beaucoup plus répétitive, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là à nouveau un risque? Et ce risque a été émis, hein, par exemple, dans les écrits des membres du groupe Escole, par lui, hein, Charlot, Gauthier, Rochex, qui critiquent, par exemple, la pédagogie du projet. Critique, disant, la pédagogie du projet, elle conduit les élèves à des activités qui sont peut-être parfois amusantes, heureuses, agréables, mais pas du tout vers le savoir. Et seuls les élèves qui sont déjà préparés dans leur famille verront les savoirs impliqués dans ces activités. Alors, il me semble que, bien sûr, il y a ce risque, mais il me semble quand même que dans la pédagogie de Freinet, il y a des contre-feux à ce risque-là. Il y a même des dispositifs régulateurs qui font que les élèves sont mis dans des activités dans lesquelles ils peuvent faire des choix, incontestablement eux-mêmes, mais de telle manière que l'accès à des savoirs est quand même préservé.
Et notamment, le premier point, c'est qu'il semble bien qu'une des finalités de la pédagogie de Freinet, c'est de redonner de la dignité aux élèves, notamment aux élèves venant de milieux défavorisés, en leur disant, tu as le droit de t'exprimer, tu es là pour cela. Vas-y, n'hésite pas à dire ce que tu penses, n'hésite pas à écrire ce que tu penses. Tu peux toi-même écrire. C'est un point extrêmement important parce que se joue là la capacité de l'élève à agir non pas pour se mettre en règle avec l'institution, non pas pour faire plaisir à l'enseignant, non pas pour répondre à la demande de l'enseignant. Mais si on arrive à le faire rentrer dans ce jeu scolaire proposé par Freinet, à la différence de la forme scolaire traditionnelle, on ne lui demande pas d'apprendre pour apprendre, pour obtenir des points, pour faire plaisir à l'enseignant, pour se mettre en règle. On lui demande d'apprendre pour quelque chose qui le concerne et qui doit correspondre à son projet lui-même, à sa volonté, à son droit à s'exprimer, à son droit à penser et à dire ce qu'il veut. Mais, et tout à l'heure dans l'atelier Lire-Écrire, on a pas mal échangé entre nous là-dessus, mais il y a un principe régulateur. Cette liberté pleinement ouverte à chaque élève le conduit quand même vers l'apprentissage de savoir et de normes de savoir, parce qu'il y a une régulation par le collectif. C'est-à-dire qu'un élève écrit un texte libre, mais ce texte libre sera présenté à l'ensemble des camarades. Et les camarades exprimeront un jugement, diront ce qu'ils en pensent. Et là, les critères de cohérence, cohérence du récit s'il s'agit d'un récit, cohérence de l'argumentation s'il s'agit d'une argumentation, seront maintenus par le rapport avec les autres, avec probablement cette idée que progressivement chaque élève intériorise le questionnement possible des autres. Il y a peut-être un peu du Vygotsky chez Freinet. Et cette régulation par le collectif est particulièrement importante, mais évidemment, elle ne peut fonctionner que si les camarades qui vont évaluer d'une certaine manière, qui vont émettre un avis sur la production d'un autre, le feront toujours d'une manière non arbitraire, en justifiant l'avis qu'ils portent, sans dérision, sans moquerie. Et ces principes de juger la production d'un camarade, mais dans l'esprit d'une coopération, ces règles sont garanties par justement le conseil coopératif qui est susceptible de repréciser les règles, de les approfondir, de les affiner, etc. On a donc un système par-delà la liberté immédiate accordée à chaque élève et qui lui redonne une liberté et une dignité d'acteur
il y a un certain nombre de principes de régulation. Donc là aussi, là encore, comme dans le constructivisme, mais d'une manière différente, on a mise en activité des élèves, mais activités qui ne sont pas n'importe quoi, activités qui sont étroitement encadrées. Alors j'en arrive à ma conclusion. Vous voyez bien que le constructivisme qui est en fait né essentiellement de la didactique, des didactiques notamment des mathématiques, des sciences et un petit peu de l'histoire, ce constructivisme est très différent dans ses principes, dans ses intentions de la pédagogie Freinet. Mais ils se rejoignent quand même quelque part dans la recherche d'un caractère émancipateur. Et dans les deux, il y a appel à des activités, mais des activités très différentes. Entre l'activité du type situation de problème voulue par le constructivisme, qui est spécialement conçue par l'enseignant pour que des élèves, à un moment donné, se rendent compte que leur manière de penser n'est pas opératoire, c'est très différent du texte libre, du quad neuf, des mathématiques vivantes où les élèves vont se promener dans la nature pour voir comment on pourrait tout mathématiser. On a là des choses extrêmement différentes. Mais dans les deux cas, ces activités sont très balisées, sont très encadrées. Et elles sont très différentes d'activités qui peuvent être pratiquées au nom du slogan « Il faut mettre les élèves en activité ». C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut faire une distinction entre le constructivisme et la pédagogie de Freinet d'un côté, et puis des mises en activité qui sont issues du constructivisme et de la pédagogie de Freinet, mais sans en garder la rigueur. Et qui sont des mises en activité au nom du slogan « faut mettre en activité ». Et ce sont ces activités non encadrées, ces activités ouvertes. L'enseignant lui-même ne sait pas très bien, ne sait pas toujours très bien qu'est-ce qu'il veut avec une activité, quoi. Il a jeune enseignant dont on voit bien ce que c'est. On a traversé cette période où on est les premières semaines d'exercice du métier, là, où on travaille 15 heures par jour parce qu'il faut avancer, il faut préparer les leçons, on ne sait pas bien où on va, etc. Et alors on entend parler par un collègue ou par un ami, d'une activité intéressante. Oui, on la trouve intéressante, elle est pittoresque, sûrement elle va plaire aux élèves. Alors, on la donne aux élèves. Puis après, on se demande, ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Ben, on ne sait pas très bien, quoi. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont appris. Donc, finalement, l'activité n'a pas été prévue avec un objectif d'apprentissage précis. Et c'est avec des activités de ce genre qu'on fabrique du malentendu. Et que par conséquent, on va fabriquer des inégalités. Parce que ces activités, aussi banales soient-elles, un certain nombre d'élèves, ceux qui y sont préparés dans leur famille, en tireront quand même profit, mais pas les autres. Alors, j'ai essayé à la va-vite et d'une manière non exhaustive, évidemment non exhaustive, de faire une liste de quelques activités à grand risque de malentendu. Mal cadrées, ni cadrées dans l'orientation constructiviste, ni cadrées dans l'orientation de Freinet. C'est ça que je vais vous proposer en
dans ces quelques secondes finales. Bon, activité choisie par l'enseignant pour leur intérêt intrinsèque et non leur objectif d'apprentissage, c'est ce que je viens de dire. Activité proposée aux élèves sans avoir explicité ou fait expliciter les raisons de celle-ci. Il y a quelque chose qui est très important, une espèce de ritournelle importante à faire de la part de tout enseignant, quelle que soit la discipline, dès lors qu'il met les élèves en activité, c'est à un certain moment, au bout de quelques instants de travail, demander aux élèves, à votre avis, pourquoi je vous fais faire ça? Pourquoi je vous fais faire ça? Voilà. Et ça devrait presque être ritualisé, de telle manière qu'au bout d'un certain temps, les élèves s'attendent à cette question et peut-être anticipent sur cette question. Les activités d'observation. Alors, les activités d'observation, il y a des pédagogies actives qui les proposent. Par exemple, chez De Crowley, l'activité d'observation est très fortement proposée. Moi, quand je suis allé quelques fois dans des classes de Crowley, en réalité, on demande aux élèves d'observer, mais en réalité, il y a un encadrement tel que déjà l'orientation d'observation est présente chez les élèves, mais pas toujours d'une manière explicite. En réalité, on ne peut pas observer quelque chose. Ça ne veut rien dire d'observer quelque chose. On observe toujours en fonction d'un questionnement, en fonction d'un problème, en fonction d'un type de regard, d'une orientation du regard. Et si on ne précise pas aux élèves, alors on ouvre tout grand la porte à tous les malentendus possibles. Et là encore, les élèves, les bons élèves, eux, ils devineront ce qui intéresse l'enseignant, là où il veut en venir. Et les autres, perdus. Les activités qui conduisent à de simples constats. Ben oui, c'est parfois le prolongement des activités d'observation. Hein. Dans la vieille technique pour l'éveil scientifique qu'on appelle la leçon de choses, en tout cas en France, à une certaine époque, qui consistait à apporter une pomme, à l'ouvrir, à regarder les pépins, les trucs, les machins, là, une fleur, et qui débouchait très souvent sur des... ce n'était pas réellement des leçons de choses, c'était des leçons de mots. On apprenait des mots. On examinait une fleur et l'enseignant ou l'enseignante disait, vous voyez, ben là, il y a les pétales, les sépales, le pistil, les étamines, etc. Et qu'est-ce qu'on avait appris? Ben, on avait appris des mots. Voilà. Mais quand même, l'examen d'une fleur, si ce n'est pas au service de démarrage d'un questionnement sur à quoi ça sert, et la reproduction des plantes, l'explication de la reproduction des plantes, c'est dépourvu d'intérêt. Donc, en réalité, on n'est pas à l'école pour apprendre des descriptions du monde, on est à l'école pour réfléchir à la compréhension de ce monde, à l'explication qu'on peut en donner, aux hypothèses explicatives et à la manière d'évaluer ces explications. Les activités conversationnelles. Ça, il y a dans l'ouvrage de Gauthier et Rayu sur je vous l'ai dit, ça me reviendra dans quelques instants. Il critique fortement les activités conversationnelles. Les activités conversationnelles, c'est du type suivant. Imaginez un enseignant qui veut faire une leçon sur le cycle de l'eau. Et il commence en disant «
Ah, ben, écoutez, aujourd'hui, on va parler de l'eau. Alors, l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en faites, etc. Et alors, il y a des élèves qui vont partir sur la semaine dernière avec mon cousin à la piscine, on a fait ceci, cela, etc. Et puis, il y a bon, les bons élèves, eux, sentiront venir le vent quand même. Où est-ce qu'il veut en venir? Et dès que l'enseignant posera des questions plus précises sur l'évaporation, etc., les bons élèves vont s'engouffrer là-dedans. Mais les autres risquent de rester pendant tout le temps de la leçon à les cousins, le ballon, etc. Alors là, malentendu à tout coup. Les activités qui sont trop directement en rapport avec une utilité sociale visible par les élèves. Et qui, par conséquent, n'inspireront pas aux élèves un questionnement explicatif, mais une débrouillardise pratique. Et alors là, sur ce point-là, on pourrait dire, mais si on critique les activités à fonction pragmatique, aux activités qui affichent leur utilité sociale, est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec la pédagogie de Freinet? Alors, je pense que là, c'est l'occasion de faire une distinction. D'une certaine manière, ce qui est intéressant dans la pédagogie de Freinet, c'est que les élèves sont mis dans une situation où ils ne sont pas conduits à apprendre pour l'enseignant ou pour l'institution ou parce que l'école le demande. Par rapport à ça, il y a des activités à fonction pragmatique qui, sous des allures pragmatiques, court-circuitent les savoirs. Les leçons de biologie qui mèneraient simplement à des conseils sanitaires rateraient effectivement tout ce qu'il peut y avoir d'émancipateur dans l'interrogation sur le vivant, dans l'interrogation scientifique sur le vivant. Et un dernier point que j'ai relevé et qui paraît très important, quelles que soient les activités qu'on donne aux élèves, à un moment donné, même si on est en dehors du constructivisme, même si on est en dehors de la pédagogie de Freinet, le débriefing réflexif est absolument obligatoire. Il n'y a qu'à la fin de l'activité, il est important que l'enseignant interroge les élèves sur qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 30 minutes, ces 40 minutes, qu'est-ce qu'on a fait, sur quoi on débouche, qu'est-ce qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas avant. Cette liste, elle est évidemment foncièrement incomplète. Et ce qu'il faudrait, la manière de la compléter, c'est de repérer, y compris dans son propre enseignement, les malentendus. Les moments où on voit qu'il y a des élèves qui sont partis sur une autre piste sur l'activité. C'est que s'il y a eu des malentendus, c'est que l'activité qu'on a proposée n'était pas suffisamment cadrée. Et il faut voir sa nature. Voilà. Ben, écoutez, c'était essentiellement ces quelques précisions que je voulais apporter sur cette question de la mise en activité. Voilà. Merci.